Bienvenue à tous. Aussi bien au Sahel qu'en Afrique centrale ou australe, les initiatives régionales pour venir à bout de l'insécurité qui menace les États se multiplient. Mais leur efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Au 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'est tenu les 6 et 7 décembre, il a beaucoup été question de coopération régionale et internationale face à la menace grandissante des groupes djihadistes et d'autres mouvements armés sur le continent. Fin novembre, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo ont lancé une opération conjointe dénommée Gundelgu 4 avec près de 6000 soldats. Il y a quelques jours, la RDC a permis à l'Ouganda d'effectuer des opérations contre les ADF dans l'est du pays, alors que les soldats rwandais sont allés déloger des djihadistes de la ville stratégique de Cabo Delgado après un appel à l'aide du Mozambique. Ceci à côté des cadres de coopération militaire déjà existants comme le G5 Sahel ou la force multinationale mixte regroupant 5 pays du bassin du lac Tchad. Comment allier ces réponses militaires aux besoins de développement et de consolidation des États? Réponse avec nos invités. L'insécurité et le terrorisme restent des préoccupations majeures pour les dirigeants africains. Ces questions étaient dans l'agenda du 7e forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est déroulé à Dakar les 6 et 7 décembre. Pour y faire face, des pays africains s'organisent de plus en plus dans des initiatives bilatérales et multilatérales. Mamadou Mfa fait le point. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, toutes les parties du continent sont désormais gangrénées par le djihadisme qui ne cesse d'étendre ses tentacules. Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram, El-Shebab, Al-Mourabitoun et autres groupes terroristes frappent quasiment toutes les semaines. Pour combattre ce phénomène, des initiatives régionales sont mises sur pied. L'une des plus récentes est la coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC pour vaincre les ADF, forces démocratiques alliées, accusées de proximité avec le groupe État islamique. Qu'aujourd'hui, et eux et nous faisons face à un ennemi commun, qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime, à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble, comme dans toutes les zones du monde où il y a les terrorismes. Au Mozambique, le Rwanda et la communauté de développement d'Afrique australe ont envoyé des troupes pour épauler l'armée mozambicaine qui lutte contre des groupes armés djihadistes qui font régner la terreur depuis fin 2017 dans la région de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Les forces rwandaises sont dans notre pays en vertu de l'accord de sécurité entre nos deux pays. La participation du Rwanda s'inscrit dans le cadre du principe de solidarité pour une cause noble et commune. D'autres initiatives multinationales africaines antiterroristes ont vu le jour dans un but similaire. C'est le cas de l'initiative d'Accra, lancée en septembre 2017 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, en réponse à l'insécurité grandissante liée à l'extrémisme violent dans la région. En 2014, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad ont réactivé la force multinationale mixte pour combattre le groupe islamiste Boko Haram qui a rapidement essaimé dans toute la région. Toujours en 2014, était créé le G5 Sahel pour combattre le terrorisme en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Mais ces initiatives n'ont pas permis de stopper l'avancée du terrorisme. Les sacrifices consentis par la force du G5 Sahel et la force multinationale mixte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad sont énormes, mais les périls persistent et continuent de faire des ravages, plongeant les populations civiles innocentes dans la désolation et le désespoir. Nombre de pays africains et leurs partenaires s'accordent sur le fait que la coopération ne saurait se limiter au plan militaire, tant les sources du problème sont complexes, division artificielle des frontières héritée du colonialisme, corruption, mauvaise gouvernance, pauvreté, famine, frontières poreuses.
Combattre les groupes armés au Sahel est extrêmement complexe. Pourtant, nous savons que les solutions militaires seules ne fonctionneront pas. Et les États-Unis soutiennent divers programmes ciblant les causes profondes de l'extrémisme, notamment la nécessité pour les gouvernements partenaires de gagner et de conserver la confiance de leurs citoyens. Tout en saluant les efforts de coopération pour lutter contre le terrorisme, de nombreux experts questionnent la réelle volonté et la capacité des États, notamment africains, à mobiliser les moyens humains, financiers et matériels pour mener cette lutte. Voilà, merci beaucoup Mamadou Mfa. À présent, nos invités, et nous avons à Abidjan Sedi Kaba, auteur et chercheur sur le terrorisme. Et puis, toujours dans la capitale sénégalaise, Bakary Samb, il est directeur de Timbuktu Institute. Il est avec nous au téléphone. C'est dit qu'on parle souvent de la mutualisation des forces, que ce soit dans des instances comme le G5 Sahel ou, comme on l'a vu aussi, le Rwanda qui prête main forte au Mozambique. Souvent, on pose la question de la souveraineté des fois des États et des problèmes de politique intérieure. Finalement, comment est-ce qu'il faut venir à bout de ces groupes si on a tous ces problèmes Je pense que la mutualisation n'est pas incompatible avec la souveraineté. Dans l'élément que vous avez passé, il y a une sorte de protestation de la part des Congolais de voir des troupes ougandaises et rwandaises venir sur leur territoire. Il y a peut-être un déficit d'explication de la part des autorités. Mais la mutualisation elle-même n'est pas incompatible avec la souveraineté parce qu'il s'agit, à mon avis, de créer des brigades mixtes qui comprendraient des éléments rwandais, des éléments congolais, des éléments ougandais qui viendraient sur le territoire pour chasser ces groupes terroristes. Ce qui peut poser problème, c'est lorsque, par exemple, une armée étrangère intervient dans un territoire sans associer l'armée nationale. Ça peut créer des situations de complications. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une demi-mutualisation, en fait. Dans chaque pays, il y a des contingents qui sont dédiés à la force G5 Sahel, qui sont dédiés à la force mixte multinationale, mais il n'y a pas de contingents mixtes entre Nigériens et Tchadiens, entre Tchadiens et Camerounais pour combattre le terrorisme. C'est là qu'il faut aller. Je pense que la mutualisation est encore insuffisante. Or, quand on voit aujourd'hui l'évolution de la menace terroriste, elle est devenue transnationale, elle est devenue régionale, et la réponse à cette menace terroriste ne peut être que coordonnée entre les États. Et pour moi, il y a encore de marge de progression à faire dans cette mutualisation entre les différents États qui luttent contre le terrorisme, que ce soit au Sahel ou dans le bassin du lac Tchad. Alors ces États, on dirait, doivent un peu faire cet équilibre entre satisfaire, disons, l'opinion publique nationale qui pourrait voir cela comme une certaine humiliation et le besoin de sécuriser le territoire, même si cela implique faire appel à des pays voisins. Vous avez absolument raison. Mais le problème qu'on a souvent en Afrique, et moi qui connais ces pays qui sont confrontés à la menace terroriste, c'est le déficit d'information envers son opinion publique. Si une armée étrangère devait venir, on peut faire un message à la nation, en tout cas on peut faire une déclaration publique pour expliquer dans quel contexte cette armée intervient et sensibiliser les populations. Du jour au lendemain, ceux qui sont à la frontière voient des soldats ougandais déferler sur le territoire congolais. Ça peut créer un sentiment d'invasion parce qu'il n'y a pas eu d'information préalable, il n'y a pas eu de sensibilisation. Or, ces déficits d'information créent des incompréhensions qui sont préjudiciables aux efforts de mutualisation. Absolument, si on veut en tout cas remporter la lutte contre le terrorisme, il faut aller vers une mutualisation, pas seulement au plan de troupes étrangères qui viennent d'un pays à un autre, aussi sur la question du partage de renseignements, du partage de bonnes pratiques, de la formation, etc., etc. Il faut absolument cette mutualisation. Maintenant, cette mutualisation, elle a besoin de pédagogie, elle a besoin d'explication, et c'est sur ce terrain-là que nos pays pêchent aujourd'hui. Est-ce que justement cette coopération directe entre États n'est pas des fois plus efficace quand on voit par exemple sur le cas du Mozambique, les troupes rwandaises ont défait, en tout cas assez rapidement, les djihadistes de la ville de Cabo Delgado. Quand on voit par exemple le G5 Sahel avec ses lourdeurs, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à des formules comme ça plus souvent? Oui,
vous faites bien de soulever ce succès qui a été enregistré dans la lutte contre les terroristes qui ont pris position, qui ont envahi des villes entières au Mozambique. L'intervention rwandaise qui s'est faite en coordination et avec la participation de troupes mozambicaines a permis tout le truc de prendre le dessus. Ce type d'intervention peut aussi se faire. On se souvient de l'intervention directe de l'armée tchadienne au Niger aux côtés des Tchadiens pour repousser des attaques de Boko Haram. Donc c'est vers cela, vers ce type d'accord qu'il faut aller. Je pense que tout le problème, c'est faire de la demi-mutualisation. Il faut faire toute la mutualisation. Si on l'a fait, elle peut donner des résultats, comme dans l'exemple que vous avez soulevé. Et il y a aussi d'autres exemples de réussite. Et comment dans tout cela, justement, inclure la donne population, mais s'assurer que ces opérations ont le soutien du public, généralement, ce n'est pas gagné d'avance aussi. Oui, absolument. Et c'est un défi essentiel, c'est un enjeu essentiel. Le fait que les populations adhèrent à ces opérations est un succès, est une condition du succès. Or, aujourd'hui, les unités traversent des villages. Moi, j'ai pu me rendre dans beaucoup de régions qui sont touchées par le terrorisme, que ce soit au Sahel, dans le bassin du lac Tchad. C'est que les populations disent, on voit passer des militaires, on ne sait pas à quelle unité ils appartiennent, qu'est-ce qu'ils font, ils ne nous parlent jamais, ils ne s'associent jamais à ce qu'on fait. Je crois qu'il faut aller vers les populations, aller à leur contact, leur expliquer pourquoi on est là, ce qu'on fait, on fait la guerre pour elles. Et il est même arrivé, j'ai entendu en Djamena où j'étais en octobre 2020, quelqu'un dire que nous, on ne sait pas pour qui ces forces font la guerre, un chef traditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu de contact avec ces populations pour les faire adhérer à la guerre. Le fait que les populations ne retiennent que la brutalité de ces forces qui viennent passer, qui soulèvent de la poussière, à mon avis, n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on change de paradigme pour expliquer aux populations, obtenir leur adhésion au combat qui est mené contre le djihadisme. C'est la condition de son succès. Alors, le forum de Dakar sur la paix et la sécurité, on a vu un peu la pandémie de Covid-19 planer dessus dans les discussions. Et par exemple, le président Macky Sall a proposé qu'on soit un peu plus flexible dans les budgets pour permettre aux militaires de combattre, d'avoir plus de moyens face aux groupes terroristes qui sont assez flexibles. Absolument. Le président Macky Sall a eu raison de soulever cette question. Aujourd'hui, tout le défi, c'est de trouver des financements nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Quand on prend la zone du G5 Sahel, aujourd'hui, les pays souffrent d'une insuffisance de l'aviation. Ils n'ont pas d'hélicoptères de combat, ils n'ont pas d'hélicoptères de transport de troupes. Il faut de l'argent pour acquérir ce marché là où c'est disponible, en Russie, auprès de la Turquie ou d'autres pays. Or, on doit trouver cet argent dans un contexte où on est déjà confronté à la pandémie du Covid-19 qui fait que les ressources ont diminué. Des pays dans la zone du G5 Sahel consacrent 15%, même 20% de leur budget aux dépenses de sécurité. Si on leur demande dans le même temps de faire des choses, il faut les accompagner et il faut les aider, fermer les yeux souvent sur un certain nombre de conditions qui sont posées par les bailleurs de fonds. C'est dit que justement, on évoquait un peu cette question de la pandémie et du financement. Vous avez peur, en tout cas, il y a une certaine inquiétude disons que la communauté internationale et que les financements se tournent plutôt du côté de l'urgence sanitaire, alors qu'il y a aussi cette urgence sécuritaire. Oui, la question sécuritaire est concurrencée à la fois par l'urgence sécuritaire et l'urgence climatique. Aujourd'hui, beaucoup de pays du Nord privilégient la réponse sanitaire, la réponse climatique et font de l'urgence sécuritaire la troisième option. Or, comme on le constate aujourd'hui, le terrorisme gagne du terrain. Il avait commencé au Mali, il s'est exporté au Niger, il menace de s'exporter au pays du Golfe de Guinée. Donc, de ce point de vue aussi, je pense qu'il faut que l'on comprenne que l'enjeu sécuritaire est important parce que si on ne crée pas les conditions de l'enjeu sécuritaire,
on ne pourra pas relever le défi de l'urgence sanitaire et l'urgence climatique. Donc il faut jouer sur les deux tableaux et non mettre en priorité un tableau au détriment de l'autre. D'accord. Alors, nous allons lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nas Kokozi à Goma, en RDC, nous dit qu'il faut une mutualisation des forces, un partage d'informations entre pays, des équipements adéquats pour les armées et la prise de conscience de la jeunesse africaine. Suleiman Ouedraogo est en Côte d'Ivoire. Il écrit « Chaque pays doit contrôler sa frontière pour que les terroristes n'arrivent pas à se déplacer librement d'un pays à un autre. » Et puis Hassan Oumar Boulalé à Djibouti nous dit une collaboration militaire entre pays limitrophes est importante, mais il faut une collaboration diplomatique et judiciaire. Et surtout, il faut combattre le terrorisme international par la création d'emplois et un avenir radieux pour la jeunesse africaine. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Après les récents attentats suicides ayant secoué Kampala en octobre et novembre, des troupes ougandaises sont entrées en territoire congolais pour y mener des opérations contre les forces démocratiques alliées accusées d'être derrière ces attaques. Ceci avec l'accord de Kinshasa. Alors, Zanem Netizaidi a recueilli les réactions de quelques habitants de Goma. Lorsque les pays voisins viennent au Congo pour intervenir, pour mettre fin aux tueries qui se passent à Beni, qui se passent à Massis, à Rutshuru et à Nitori, c'est une bonne chose. Parce que lorsque les pays voisins viennent nous donner le coup de pouce, là ça prouve en suffisance que nous sommes à bon terme avec les pays voisins. Et lorsque nous sommes à bon terme avec les pays voisins, c'est une chose à encourager. La coopération militaire entre les pays voisins est une bonne chose parce que c'est une solidarité garantie par plusieurs textes du pays. Mais malheureusement, avec l'expérience de la RDC était toujours perdant dans des accords comme ça, surtout quand il s'agit des interventions militaires. Nous avons suivi dans l'ancien temps, lorsque le Rwanda est venu aider la RDC à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes en train de peiner parce qu'il y a eu intervention des forces armées qui sont entrées en RDC sans savoir le module de leur intervention. Et c'est la même chose aujourd'hui avec l'armée ougandaise. On ne sait pas, ils sont nombre de combien, pour combien de jours, et ils vont venir et après l'intervention militaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est en tout cas une question pour nous qui nous laisse perplexes. Et on s'est dit, c'est bien de faire la solidarité. Est-ce que cela ne va pas retourner pour nous Congolais et être source de plusieurs conflits à la longue? Déjà, une coopération entre États, c'est quelque chose de positif que nous ne pouvons qu'encourager, d'autant plus que ce qui est vraiment désiré et espéré depuis bien longtemps, depuis des décennies, dans notre province, je veux dire la partie est de la RDC, c'est la paix. On en a vraiment assez avec les violences, avec les victimes de ces violences, qui fait à ce que même il y a
accroissement même des maladies qui sont causées par ces violences dans la société. Les M23, ils sont venus du Rwanda et de l'Ouganda. Les ADF Nalu sont des Ougandais. Et aujourd'hui, si l'Ouganda peut dire qu'ils savent très bien là où les ADF résident, pourtant cette guerre était considérée comme une guerre asymétrique. On ne savait pas là où les rebelles étaient, tous ces pays qui nous entourent. Et ils sont aussi responsables de l'insécurité comme le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays. Voilà, merci beaucoup. Alors, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Nous avons à Dakar au téléphone Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, et à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Sédik Abba, auteur et chercheur sur le terrorisme au Sahel. Alors, Bakary, on n'a pas pu vous avoir en première partie. Alors, on sait que la menace sécuritaire liée à l'idéologie djihadiste touche non seulement le Sahel, mais aussi l'Afrique centrale et même maintenant le Mozambique, en Afrique australe. Même si toutes les solutions ne sont pas forcément transposables, quelles leçons les dirigeants africains devraient tirer de tout cela? Oui, merci beaucoup. Je crois que quand on regarde la situation au Sahel et la situation dans les pays de la SADC, la différence c'est que là, nous sommes dans une forme de différence dans la genèse des initiatives. Quand on regarde le G5 Sahel profondément, le G5 Sahel, il est plutôt né sur les plans des interventions françaises qui ont nos Serval puis Barkhane, qui ont un petit peu inspiré cette mise en commun des forces. Alors que dans le cas de la SADC, on voit une volonté de prise en compte ou de prise en charge africaine de cette question-là, différemment de ce qu'on a vu dans le Sahel avec une délégation de la sécurité. Maintenant, est-ce que la question qui se pose toujours, et les présidents Bazoum et Macky Sall eux-mêmes en ont parlé, est-ce que les Africains ont véritablement les moyens de la souveraineté qu'ils réclament au niveau de la gestion de la sécurité? C'est toujours le même problème après l'éclatement de la crise malienne, mais aussi avec ce qu'on a vu dans d'autres pays. Maintenant, l'intervention de la SADC et de d'autres pays pour le Mozambique, Cabo Delgado, c'était très important. Mais encore une fois, on est en train de plonger dans les mêmes erreurs qu'au Sahel, avec une approche purement militaire, alors que la racine du mal au Cabo Delgado et dans d'autres pays se trouve dans des griefs qu'il faut véritablement traiter, si l'on ne veut pas se retrouver après avec des bavures et l'éclatement de conflits intercommunautaires. Cabo Delgado, qui est une région très riche d'ailleurs, est-ce que la pauvreté est un facteur dans cette nouvelle crise? Oui, je le crois. Ce n'est pas tant la pauvreté, mais une forme de marginalisation de ces communautés qui habitent dans cette région du Mozambique. Moi, j'étais dans ce pays récemment et il n'y a aucune connaissance profonde des réalités de ces sociétés à dominante musulmane qui vivent dans cette province. Et en plus, avec l'arrivée de prédicateurs appartenant à Al-Qaïda ou appartenant même à d'autres branches, on voit que l'approche communautaire fonctionne au niveau du recrutement par l'instrumentalisation de ces griefs et de ces discriminations. Et je pense que le gouvernement mozambicain doit se féliciter de l'intervention rapide militaire, mais doit prendre les mesures nécessaires afin de développer le sentiment d'appartenance nationale dans cette région-là, et que véritablement, comme je le dis très souvent, la lutte contre le terrorisme par des moyens militarisés s'attaque aux symptômes, alors que la prévention de l'extrémisme violent de manière politique s'attaque aux racines du mal, aux causes structurelles qui, à mon avis, malgré les interventions militaires demeurent. Et la crainte aujourd'hui, c'est d'aller dans une forme de stigmatisation dans toute cette région-là, avec nos militaires, même dans les pays côtiers, on se retrouve à donner avec des conflits intercommunautaires dus à une mauvaise gestion de cette crise-là et à des bavures et à des formes d'incompréhension, comme l'a dit là dans les zones transfrontalières, que les populations vivent les conditions draconiennes de la présence sécuritaire de ces forces-là, tout en étant dans un sentiment d'insécurité totale. D'accord. Alors Sédik Abba, quelles sont pour vous les leçons à tirer de tout cela? Est-ce qu'il faut des articulations entre les organisations régionales et l'Union africaine, par exemple? Ah oui, et je pense qu'il faut non seulement
améliorer l'efficacité des organisations régionales, les communautés économiques régionales, mais il faut une meilleure synergie entre ces organisations régionales et l'Union africaine. À mon avis, il faut même une spécialisation du travail. Les organisations sous-régionales peuvent s'occuper davantage de questions de mutualisation, de mise en commun des efforts, de partage de renseignements, alors que le mandat politique pourrait être assumé par l'organisation de l'unité africaine. L'Union africaine peut, par exemple, pour obtenir les autorisations du Conseil de sécurité, pour faire le plaidoyer international pour la mobilisation de financement, l'Union africaine peut s'atteler à tes tâches, alors que les questions plus concrètes, plus, comment dirais-je, de terrain, plus pragmatiques, peuvent être gérées par les organisations économiques sous-régionales. À mon avis, il faut une meilleure articulation avec une spécialisation du travail pour que le travail de mutualisation puisse être efficace. Et l'Union africaine pourrait aussi faire qu'il y ait davantage de solidarité africaine. Vous avez cité l'exemple du Rwanda qui est allé au secours du Mozambique. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette nature. Or, sur le continent, il y a quand même des armées très puissantes. Je pense à des pays comme l'Égypte, à des pays comme l'Afrique du Sud, qui fabriquent même du matériel militaire. On attend leur solidarité envers les pays moins nantis. Et ce travail de mobilisation de la solidarité africaine peut être assumé par l'Union africaine. D'accord. Alors, Bakary, la bataille de l'opinion publique, elle est importante et je sais que c'est une question qui vous tient aussi à cœur. Comment est-ce qu'il faut gagner cette bataille de l'opinion? Absolument, c'est une question cruciale, d'autant plus que la communauté internationale, malgré l'intervention des partenaires, se trouve aujourd'hui dans une situation où on doit prendre en compte la voix d'une société civile africaine de plus en plus mobilisée et informée, et qui ne s'aligne pas forcément aux positions gouvernementales. C'est explique tout le désarroi qu'on voit dans la communication, par exemple, de Mme Parly lors du Forum de Dakar. Elle n'a même pas pris le temps d'expliquer dans une tribune comme le Forum de Dakar. Et je crois que, je dis très souvent que dans cette guerre, il faut non seulement gagner la guerre contre le terrorisme, mais la paix aussi avec les populations locales. Malheureusement, c'est hiatus qu'il y a entre les décisions prises par les gouvernements et les perceptions des populations locales se répercute sur cette relation-là et rend les interventions étrangères de plus en plus difficilement compréhensibles au niveau des populations, comme l'a dit le pays. Les populations voient débarquer des forces, ne comprennent pas absolument ce qui se passe, et que cette délégation de la sécurité et de la souveraineté en même temps pose un certain nombre de problèmes pour des sociétés civiles, des opinions publiques de plus en plus informées, qui maîtrisent les réseaux sociaux et qui aujourd'hui sont en train véritablement de s'approprier la question sécuritaire que l'on croyait seulement dépendre de la gouvernance et autres sphères. Maintenant, la question sécuritaire est une préoccupation des sociétés civiles africaines. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Bakary Samb de nous avoir rejoints pour la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir. Mbote ndeko Eli Sango, mbote na bino banso,